organisé cette journée et je vais remercier quelqu'un qui n'est pas là, qui s'appelle Mathieu Brard et bon, c'est mon compagnon, mais sans lui, j'aurais pas pu présenter ce poster. Enfin, j'avais les idées en tête, mais c'est lui qui a techniquement photoshopé et aussi photographié. Alors si vous me voyez comme ça représenté sur ce poster, ce n'est pas que je suis une odieuse narcissique. Non, non, je pense que ça a pu vous effleurer, mais non, je ne suis pas comme ça. Si j'ai choisi de le faire ainsi, c'est parce que je voulais d'une part signifier que derrière chaque recherche, il y a quelqu'un. Il y a même plusieurs quelqu'un souvent. Mais en tout cas, il y a un porteur principal, celui qui fait la recherche ou celle qui fait la recherche, en l'occurrence moi ici. Et que j'avais envie de remettre un peu de corps, de chair dans la recherche. Et puis aussi, d'autre part, c'est que j'ai essayé de faire un cheminement qui peut-être pour vous va être évident, mais j'avoue vouloir utiliser ce poster dans des endroits où la vulgarisation sera peut-être plus effective ou peut-être plus difficile aussi, dans des cafés et autres lieux comme ça. Donc je me disais que ça pouvait être un appel un peu ludique pour attirer les gens vers ce que je fais. Alors bien sûr, le problème du ludique, c'est quand on fait de la littérature de jeunesse, c'est justement, comme c'est déjà pas forcément très valorisé dans certaines instances, notamment à l'université, même si les choses bougent, c'est un peu les mêmes problématiques développées par Benoît il y a quelques instants. Évidemment, avec littérature de jeunesse, puisqu'il y a jeunesse dans le titre, faire quelque chose de ludique, ça peut être pris à contre-pied, évidemment. Donc moi, je prends le parti d'aller vers ce côté un peu décalé, justement pour montrer qu'au contraire, c'est pas parce qu'on a une présentation un peu décalée que le sujet n'est pas important à traiter. Donc je vais essayer de vous convaincre que ce que je fais mérite toute votre attention. Alors, je fais cette thèse sur fonds propres, puisqu'on a tourné autour de ces questions-là, j'embraye là-dessus. Je la fais en co-tutelle ici à l'UCL et à Lille 3. C'est pas facile de faire ça sur fonds propres. Il y a plein de cas différents. Je sais que c'est pas facile aussi de faire une thèse quand on a un contrat. Toutes les situations ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je veux dire que le seul avantage de le faire sur fonds propres, c'est qu'à certains moments, quand j'ai envie de dire non, je dis non. Voilà, c'est ma petite forme de liberté, mais il y a quand même plus de désavantages que d'avantages, je dois quand même vous l'avouer. Alors, ça fait suite à un mémoire que j'ai fait quand j'étais en Master 2 à Lille 3, un mémoire qui traitait déjà de la cartographie en littérature de jeunesse, mais finalement, pour répondre à une interrogation de ce matin, c'est pas parce que je travaille le même sujet, enfin j'ai vraiment l'impression d'être partie à zéro quelque part, parce que c'est pas du tout le même corpus et que finalement, les manques qu'il y avait dans mon mémoire et qui m'ont donné envie de continuer, oui, ils sont bien là ces manques, donc il faut bien aller étayer avec des théories ou des nouvelles propositions. Que vous dire donc? Alors oui, pourquoi j'avais choisi de faire la cartographie déjà en M2? Parce que j'avais constaté que dans la littérature de jeunesse, à l'occasion d'un autre travail que j'avais pu fournir en MA, il y a énormément de cartes. Donc je m'étais demandé pourquoi il y a tant de cartes. Et puis après, du pourquoi, je suis tombée au où. Mais où sont-elles ces cartes? Alors, dans quel genre d'ouvrage de littérature de jeunesse? Et aussi dans ces ouvrages, où se situent-elles déjà? Et puis après, il y avait le comment. Comment sont-elles ces cartes? Et du coup, ça me ramenait au pourquoi. Ouais, ça faisait une espèce de boucle, un cheminement. Et donc, j'y suis toujours dans ce cheminement. Alors, la co-tutelle, je vais aller dans le sens de Benoît qui expliquait pourquoi elle faisait sens. Donc moi aussi, je m'inspire de ce que tu viens de faire. Pourquoi elle fait sens cette co-tutelle? Alors à Lille 3, parce que c'est mon université d'origine, c'est celle qui m'a formée, donc j'avais envie humblement d'essayer de lui rendre quelque chose. Bon, je ne sais pas si j'y arrive, mais voilà. Et puis j'avais aussi envie qu'à Lille 3, la littérature de jeunesse soit représentée dans la jeune recherche, on va dire. Et puis ici à l'UCL, parce qu'une grande partie de mon corpus se trouve ici, dans une bibliothèque à fond, le fonds Jeanne Cap, qui est donc une bibliothèque d'ouvrages de collections de littérature de jeunesse, des collections complètes ou quasi complètes, de livres édités entre les années 1940 et 1970, Jeanne Cap étant celle qui a réuni ces livres
pour nourrir l'une des premières revues francophones consacrées à la littérature de jeunesse. C'était en 1948, donc c'était quand même assez novateur de proposer ça. Et donc pour nourrir les articles de sa rédaction, parce qu'elle n'était pas toute seule, elle a sollicité les maisons d'édition qui lui ont donné des exemplaires presse. Et de là, elle écrivait avec son équipe des articles destinés à tous ceux qui souhaitaient acheter cette revue. Donc bon, déjà encore maintenant, c'est très rare qu'un adolescent aille acheter une revue un peu de chercheur quand même, mais c'était pour les prescripteurs, alors les parents, les bibliothécaires, les garderies, etc. Sachant que Jeanne Cap était auteure, adaptatrice aussi de livres de littérature de jeunesse, et chose assez novatrice, elle allait dans les crèches par exemple, ce qui se fait beaucoup maintenant, pour expliquer comment on pouvait parler de la littérature de jeunesse, comment on pouvait se mobiliser en tant qu'adulte. Et c'est d'ailleurs une des spécificités de cette littérature, parce que j'ai remarqué que souvent quand je fais des communications avec des gens de domaines très différents, ils ne savent pas en fait ce que c'est la littérature de jeunesse. Alors souvent la question qui revient c'est « mais c'est à partir de quel âge? C'est quoi les bornes ?» Alors en fait, les bornes de cette littérature de jeunesse sont aussi fluctuantes que le terme de jeunesse. Donc évidemment, on va dire que la littérature de jeunesse, c'est une littérature qui est censément destinée aux enfants et aux jeunes, mais la particularité, c'est que ce sont des adultes qui la prennent en charge, ce sont des adultes qui l'écrivent, ce sont des adultes qui la prescrivent, et sauf quand on est devenu un lecteur plus ou moins expérimenté, ce sont des adultes qui font l'intermédiaire entre la production et la personne qui est le destinataire premier. Donc ça, c'est une spécificité que Jeanne Cap avait bien comprise et qu'elle est allée travailler directement avec ceux qui étaient en contact avec les jeunes. Donc c'est ça la littérature de jeunesse, sachant qu'il y a plein de passerelles que je ne vais pas détailler, mais qu'il y a des auteurs qui travaillent pour des publics mixtes, qu'il y a des ouvrages qui au départ sont destinés exclusivement à la jeunesse et qui basculent vers la littérature dite classique. Il y a, d'ailleurs on va prendre un cas que tout le monde connaît, Harry Potter, voilà comme ça, c'est fait. Bon, bah, Harry Potter, il y a des pays où vous avez une couverture spécifique pour le jeune public et une couverture spécifique pour les adultes, et c'est pas rangé dans les mêmes rayonnages. Donc voilà, donc c'est vraiment une littérature qui passe de territoire en territoire et qui aussi mobilise une forme d'interdisciplinarité. En tout cas, en elle-même, elle est déjà porteuse de deux voix, c'est-à-dire le texte et l'image, puisqu'elle se caractérise aussi par une présence forte d'images. Ma méthodologie. Ma méthodologie, alors oui, ça c'est une partie de mon corpus, et je précise qu'une autre partie de mon corpus sont des ouvrages contemporains, voire ultra-contemporains, que je viens faire entrer en dialogue ou en confrontation avec cette production des années 40-70 qui n'est finalement pas encore beaucoup étudiée. Alors ma méthodologie pour le fonds Jeanne Cap, c'est 5000 romans qui se trouvent dans un local, le B350. Si un jour vous voulez aller voir de quoi il retourne avec ce fonds, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter ou contacter quelqu'un du GRIT, du groupe de recherche sur l'image et le texte, et il vous fera visiter cet endroit. Vous y retrouverez peut-être des souvenirs, puisque ce sont des collections populaires, c'est-à-dire dans le sens où elles se sont diffusées assez massivement, donc par exemple Bibliothèque Rose, Rouge, etc., mais pas que. Donc ce sont 5000 ouvrages pour ce fonds-là que j'ai consultés un par un, mais je vois que vous avez tous eu un corpus assez dense de tablettes et autres mosaïques, etc. Donc vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc consulter chaque livre à la recherche physique de la présence effective d'une ou plusieurs cartes. Et puis après, création d'une base de données, et ensuite on rentre dans la recherche par elle-même. Cette recherche, elle s'articule autour de 3 axes que j'ai appelés corps, esprit, âme. Et donc, j'espère qu'on me pardonnera ici à l'UCL. Donc le corps, c'est la question de la matérialité de la carte, en lien avec son esthétique. Est-ce que cette matérialité, elle dit de notre réception de la carte, déjà de la manipulation de la carte, parce que dans mon corpus, j'ai des toutes petites cartes, mais j'ai aussi une carte qui fait la taille de ce tableau. Donc évidemment, la consultation, elle n'est pas du tout la même quand vous avez une carte à déplier, une carte qui est insérée dans un roman, une carte qui est en couverture, enfin ça change beaucoup de choses.
Ça engage donc la question du corps, de mon corps à moi, en tant que lectrice et chercheuse. Donc aussi le corps tel qu'il peut apparaître sur la carte. Alors il y a des médiévistes dans la salle. Vous savez très bien que les cartes médiévales, elles ont cette particularité d'être illustrées. Et donc vous y trouvez des personnages, des animaux fabuleux, etc. On trouve pas mal ça en littérature de jeunesse. Je pense qu'en fantasy, vous avez tous en tête des cartes qui peuvent contenir ça. Alors, juste pour terminer sur cette question de la matérialité de la carte, elle permet d'interroger les genres littéraires. C'est-à-dire comment, c'est ce que j'appelle l'intercartualité, c'est-à-dire comment des cartes se répondent les unes les autres pour aller interroger ce que c'est le roman d'aventure, ce que c'est la fantasy, en étant aussi critique, parce que parfois il peut y avoir aussi un certain manque d'originalité. Donc comment on va interroger ça? L'esprit de la carte, je ne vais pas m'étendre, c'est plutôt la fonction éducative de la carte, donc que dit-elle géographiquement déjà, mais aussi que dit-elle de l'histoire avec un grand H et de l'histoire avec un petit h, donc sa fonction narrative aussi. Je ne vais pas entrer trop dans le détail là-dessus parce que je préférerais vous parler plutôt de l'âme de la carte, qui est la question de l'imaginaire. Et cette question de l'imaginaire, vous l'avez tous vécue parce que quand vous prenez une carte pour penser à vos vacances, vous êtes dans l'imaginaire. Donc construisez le récit de vos vacances. Après, il va falloir le confronter à la réalité, mais c'est exactement ça. Et un de ceux qui parle le mieux de la carte et de l'imaginaire, c'est Stevenson. Je vais terminer sur ça. Je vous recommande cette lecture, ça s'appelle Écrit sur l'art de la fiction. Il explique un peu la genèse de ces textes, et notamment le texte, un des plus célèbres, L'île au trésor, qui m'intéresse particulièrement parce qu'il y a une carte à l'intérieur, carte qu'il a faite lui-même. Je vous passe la généalogie, c'est compliqué, mais c'est une carte hyper intéressante à travailler, et moi ce que j'essaie de faire, c'est à partir notamment de cette carte, de contribuer à créer un nouvel outil d'analyse littéraire, c'est-à-dire la carte en elle-même pour penser le texte littéraire. Voilà.